Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Ça fait effectivement quelques années. Mais c'est vrai qu'après avoir longtemps travaillé sur les émeutes, en fait, j'ai commencé à travailler sur les émeutes quand on a été confronté en France aux événements de 2005. C'est 3 semaines d'émeutes au niveau national, qui est quand même assez exceptionnel. Il n'y a que la Grèce qui a fait la même chose 3 ans plus tard. Donc sur la violence collective aujourd'hui, quand la France a été touchée, comme vous le savez, à partir de 2015 par des attentats de masse, il m'a semblé tout à fait naturel de me présenter pour travailler là-dessus. Alors, j'ai une petite équipe autour de moi, dont un doctorant dont je vais vous reparler, qui est doctorant financé, qui a une bourse doctorale, et puis d'autres doctorants qui ne sont pas des doctorants que je dirige, mais qui sont intéressés par une petite dynamique collective que nous avons mis en place sur les enquêtes sur le djihadisme. Il y a plein de gens qui travaillent sur le djihadisme aujourd'hui, parce que là aussi je vais en reparler, il y a des financements. Voilà. Et le financement appelle l'investissement. Pas toujours l'intelligence, mais l'investissement. Voilà. Donc c'est un champ qui commence à être un peu occupé avec des entrées extrêmement différentes. Notre entrée à nous, qui est le début de nos ennuis quelque part, enfin c'est pas vraiment des ennuis, mais de la réflexion que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de travailler sur des sources primaires. C'est-à-dire sur non pas des sources de police, il y a des collègues qui travaillent sur les fichiers de police, des trucs comme ça. Nous, on travaille à partir des familles de jeunes partis en Syrie, et Dieu sait qu'en France, il y en a eu beaucoup, donc on travaille sur un réseau d'une quarantaine de familles, dont 2 familles de tueurs du Bataclan. Mes étudiants, plus jeunes, moins surchargés de tâches diverses et variées, eux font du terrain plus largement et interviewent des jeunes, soit en France, en prison, autour des procès, soit sur place. Puisque Montassir et Hamza sont partis 2 fois sur le terrain, la première fois en Turquie à la frontière syrienne, il y a 2 ans, enfin, pas cet été, mais l'année d'avant, où ils ont interrogé des combattants de l'armée syrienne libre et de Daesh, exactement la même chose, en territoire turc. Ils étaient à quelques kilomètres d'Alep. Et puis cet été, en Kurdistan irakien, libéré par les Kurdes, en attendant que les Kurdes se fassent écraser par l'armée turque. Ce qui va venir, c'est parce que la guerre ne fait que commencer là-bas. Parenthèse au passage. Et là, ils ont pu faire des entretiens tout à fait intéressants. L'avantage de Montassir et de Hamza dans cette affaire, c'est que, étant marocains et arabophones, ils ont une qualité d'enquête, une facilité d'enquête et de déplacement sur ces terrains que nous n'avons pas forcément tous à égalité. Voilà. Du coup, ça leur amène d'autres problèmes sur lesquels je reviendrai. Donc, c'est sur les conditions de ce travail-là que je voulais essayer de réfléchir tout haut avec vous, en rappelant peut-être 2-3 choses, parce que certains connaissent la France, d'autres moins. Mais en 3 phrases, quelques repères sur la situation française. La France est un ancien pays colonial, qui a largement puisé dans ses anciennes colonies pour alimenter sa classe ouvrière dans les années 50, ce qui fait que des jeunes d'origine coloniale, il y en a un paquet. Des fois, c'est la 4e génération, c'est leur arrière-grand-père qui est venu travailler dans les usines. Mais du coup, ça fait de l'islam la 2e religion française. C'est-à-dire que c'est un phénomène national. Ça fait partie de notre culture, quelque part. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur la question des attentats, ça n'a pas commencé avec Daesh, puisqu'il y a eu l'affaire Mera en 2012, avec des attentats, y compris des attentats antisémites. Il y a une militarisation
de la surveillance du territoire et de la sécurité nationale, qui antérieure aux attentats de 2015, avec le phénomène, enfin le dispositif Vigipirate, qui fait qu'en France, on a l'habitude maintenant de voir des uniformes et des gens en armes dans les gares. Croyez-moi, quand on sort de France, ça repose. Parce que ça sert à rien. Je précise. Sauf à rassurer. Mais moi, ça ne me rassure pas. Bon. Donc, on a cette militarisation qui, lorsqu'on a été touché par les attentats, n'a fait que se renforcer. Je rappelle les gros, parce qu'il y en a eu un certain nombre. C'est Charlie et l'hypercachère, qui a initié le départ, parce que il y en a au moins un des terroristes. Ceux qui ont fait Charlie se réclamaient pas de Daesh, ils se réclamaient d'Al-Qaïda. Mais Amédi Koulibaly se réclamait de Daesh. Ensuite, ça a été le 13 novembre 2015, Bataclan. Et le 14 juillet l'année suivante, l'attentat de Nîmes, de Nice, le camion. Voilà. C'est des massacres de masse quand même, surtout Bataclan et Nice, qui ont complètement bouleversé l'opinion. Et le mot d'ordre du début, juste du 11 janvier 2016, donc 2015, pardon, disant nous ne répondrons pas à la haine par la haine, il n'y a pas d'amalgame, etc. La vie a tranché si il y a une montée et il y a de l'amalgame. Voilà, c'est comme ça. Et donc la réaction du pouvoir a été une réaction à la hauteur de cette angoisse populaire, c'est-à-dire la mise en place de l'état d'exception, d'état d'urgence dès le départ, qui autorise toute une série de choses qui ne sont pas autorisées dans le droit normal. Par exemple, des rétentions administratives sans passer par un juge, des perquisitions administratives sans passer par un juge, des assignations à résidence, des surveillances, etc., etc. Donc l'état d'urgence est fini, comme urgence, mais pas comme état. Parce que une grande partie des mesures de l'état d'urgence sont passées dans la loi ordinaire, à l'automne. Donc ça a eu un effet sur le dispositif étatique, un effet durable, dans l'assentiment général. Dernière chose de départ que je veux dire pour vous repérer dans ce que je vais vous dire sur la question de la recherche. Je rappelle que le dispositif français est un dispositif binaire sur la recherche. D'un côté, vous avez les universités avec des crédits qui sont plus des crédits d'enseignement et des crédits de gestion de bâtiments que des crédits de recherche, mais un personnel qui est un personnel d'enseignants-chercheurs. Et de l'autre, vous avez le CNRS qui détient pour l'essentiel les cordons de la bourse des financements de la recherche, avec un personnel particulier qui est un personnel de chercheurs. Et les laboratoires les plus importants sont des laboratoires qui associent les deux, c'est les unités mixtes de recherche qui associent des enseignants-chercheurs et des chercheurs, des crédits d'une université et des crédits du CNRS. Et au niveau national, ce que je vais vous en parler, au niveau national, il y a un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années seulement de pilotage, de préconisation. Ce n'est pas un pilotage dirigiste, mais de préconisation de la recherche, à la fois du CNRS et des universités. C'est ce qu'on appelle l'Alliance Athéna, qui est un dispositif de pilotage scientifique, présidé une année par le CNRS, une année par le président des présidents d'université. Voilà. Je vous dis ça parce que dans ce qui s'est passé dans le financement de la recherche et les orientations de recherche, l'Alliance Athéna a tenu un rôle majeur ces dernières années. Alors, faire de la recherche, donc, aujourd'hui, sur le djihad, c'est faire de la recherche sur un objet extrêmement sensible, parce que il est l'objet d'une méfiance et d'une peur de la part de la majorité de la population, et d'un encadrement sécuritaire nouveau de la part de l'État. C'est pour ça que j'ai appelé ça fichier S, parce que le symbole, c'est là qu'il faut que je parle, le symbole de ce nouveau dispositif,
c'est le fichier de surveillance qu'on appelle la fiche S, dans laquelle on trouve les noms et les caractéristiques et ce qu'on peut incriminer à un certain nombre de gens qui sont considérés comme suspects et susceptibles d'eux. Ce ne sont pas des gens fichés sur des faits répréhensibles, ce sont des gens, c'est Minority Reports, hein, pour ceux qui ont vu le film, c'est pour anticiper sur un risque. Voilà. Donc c'est censé, les critères de l'admission dans le fichier S sont bien sûr secret défense, enfin bon, pas classé comme ça, mais en tout cas la police n'est pas très loquace sur la question. Qui est dedans et qui n'est pas dedans, on n'en sait rien, trop. C'est censé pouvoir anticiper des attentats et les éviter. Donc à chaque fois qu'il y a un attentat qui s'est passé en France, celui qui a eu lieu il y a 3 jours, bien sûr, celui qui était là, il était fichier S. Et la police dit, oui, celui-là, on ne le surveillait pas. Il faut forcément, parce qu'il y en a 25 000 fichiers S. 25 000. Si vous voulez faire de la surveillance sérieuse de quelqu'un, il faut mobiliser pour une personne une vingtaine de policiers. On n'a pas les moyens. Donc c'est un dispositif de fichage qui a pour intérêt de dire qu'il y a un dispositif de fichage et puis éventuellement d'utiliser les nouvelles mesures dérogatoires au droit normal qu'on avait avant. Voilà, si on a envie d'un seul coup de celui-là, bah tiens, on va l'assigner à résidence, celui-là. Mais il y a des hommes politiques aujourd'hui en France qui réclament à ce qu'ils soient tous en prison, alors qu'ils n'ont légalement rien fait. Ils sont susceptibles de. Donc voilà, le dispositif de surveillance et de méfiance généralisée, et une ambiance quand même qui est mise. Je suis absolument sûr, parce que j'espère que la police est bien faite, que mes doctorants sont fichés S, et peut-être moi aussi. Voilà, il n'y a pas de. Je serais vexé d'ailleurs si je n'étais pas. Du coup, vous avez dans ce dispositif de surveillance un peu dérogatoire au droit tel qu'on l'avait avant, des dispositifs qui nous mettent en difficulté, qui criminalisent l'accès à l'information. Voilà. Un article de loi qui est passé il n'y a pas très longtemps, vous le lisez, hein, le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images et représentations, soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque cette fin, ce service comporte, etc., c'est interdit. Donc moi, j'ai sur mon ordinateur, parce que j'ai trouvé sur Internet, la vidéo de revendication de l'attentat de l'hypercachère par Amélie Coulibaly, je peux tomber sous le coup de la loi. Alors bien sûr, si c'est fait pour si ça s'inscrit dans le cadre d'une recherche scientifique, je n'irai pas en prison. Donc pour aller travailler et voir des djihadistes, il faut un ordre de mission, si je comprends bien. Enfin, qui garantit qu'on le fait? Qui garantit qu'on le fait à des fins scientifiques? Voilà. Quels sont les faits? Quels sont les critères? Je dirais, c'est évident, c'en est un chercheur. C'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Parce que dans l'accès à l'information, il y a aller sur le terrain. Alors, pour des raisons de sécurité des personnes et d'assurance, il y a aujourd'hui en France, pour un certain nombre de pays, une obligation d'avoir l'autorisation de l'officier de sécurité du CNRS pour avoir un ordre de mission. Je vais, dans 3 semaines, je vais à un colloque à Byblos au Liban. Le Liban, c'est pas un exemple imaginaire, c'est vrai. Le Liban est une zone à risque. Il a fallu, pour avoir mon ordre de mission, que j'ai l'autorisation de l'officier de sécurité du CNRS. Il se trouve que je suis invité par un organisme qui est affilié à l'UNESCO. J'ai reçu une belle réponse en me disant que dans ces conditions-là, bien sûr, pas de problème, mais me disant que je m'engage à ne pas prendre les transports en commun. Bien sûr, là, on comprend, c'est sur des raisons de sécurité
de sécurité personnelle. C'est bien pour cette raison-là que lorsque mon doctorant Montassir a voulu annoncer qu'il allait faire un terrain dans le Kurdistan irakien, je lui ai demandé son itinéraire précis, ses contacts sur place, etc. Et j'ai demandé qu'il ait un ordre de mission validé par l'officier de sécurité. Je craignais pas tellement qu'il se fasse enlever par Daesh, parce que le Kurdistan irakien, il est à peu près tenu par les Kurdes aujourd'hui. C'est une zone à peu près pacifiée. Ce que je craignais, c'est d'autres ennuis, notamment avec la police turque, parce qu'il faut qu'il passe par la Turquie, parce qu'il avait décidé d'y aller en voiture, parce que voilà, il n'avait pas envie de payer, et puis il fallait se déplacer sur place, etc. Et puis voilà, vous pouvez lire le petit texte. Moi, je craignais pour sa vie, tout simplement, sur place. C'est-à-dire que nous savions, parce qu'il y a eu des déclarations officielles, ou en tout cas des déclarations de gens assez autorisés pour qu'on les croie, pas vraiment des déclarations officielles, encore que la ministre de la Défense a eu des phrases assez claires sur la question. Il faut tout faire pour que les djihadistes français ne reviennent pas. Voilà. Un doctorant marocain, arabophone, à l'ensemble du terrain, je préférais qu'il soit couvert. Bon. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas eu ni l'université, ni le laboratoire n'ont accepté de faire le début même de la démarche pour lui obtenir un ordre de mission. Parce qu'il n'était pas question qu'on l'envoie sur un terrain trop dangereux. Qu'on prenne cette responsabilité-là. J'ai argumenté sur le fait qu'il prenait une autre responsabilité, c'est qu'il y aille quand même sans ordre de mission, ce qu'il a fait, bien sûr. Nous verrons la suite. Bon. Je vais juste demander de me donner des nouvelles tous les 48 heures. Hein. Grâce à Facebook, c'est bien. Voilà. Donc, on a ces types de restrictions qui pèsent. Premier point. Deuxième point, là c'est pour le moral, si vous voulez. Il y a un dispositif qui a été mis en place, bricolé au début, puis qui s'est un peu structuré, de recherche et de financement de la recherche en urgence par le CNRS dès l'automne 2015. Le président du CNRS de l'époque, Alain Fuchs, a lancé un appel aux universitaires, a trouvé 3 francs 6 sous, comme on dit en France, quelques euros dans un fond de tiroir, et il a commencé à alimenter de la recherche à chaud. C'était à mon avis, une excellente initiative. Puis les choses se sont structurées autour de l'alliance Athéna. Je reviendrai sur cette image, je vous dirai ce que c'est. Ça s'appelle le réseau Attentat Recherche. Il y a un conseil scientifique du réseau de recherche. Tous ceux qui travaillent sur la question ayant été repérés sont invités. Il y a des journées de travail. Donc j'y suis. J'y suis invité. Il y avait une réunion mardi dernier autour de la question des enfants au retour de Syrie. J'avais fait inscrire mes doctorants sur la liste, ils y sont allés, etc. Sauf qu'il y a juste un truc bizarre depuis le début, c'est que depuis que c'est bien structuré, les séminaires ont lieu dans les locaux de l'Institut national des hautes études en sécurité et justice, qui se trouve à l'école militaire, en terrain militaire. C'est-à-dire que la recherche initiée par le CNRS, symboliquement, c'est bizarre. Voilà. Ça fait drôle d'aller dans des locaux militaires
pour travailler là-dessus. Alors après, je peux comprendre qu'il y a des nécessités de protéger, etc. Nous, on a fait, la première fois qu'on a travaillé avec les familles, le premier séminaire on a réuni les familles, 40 familles, on les a réunis à l'université de Paris 8. On n'a pas eu besoin de faire quelques démarches que ce soit pour que la préfecture soit au courant. Les téléphones à l'université. Mais il ne s'est rien passé. Voilà. La deuxième fois, on a fait ça à la Maison des Sciences de l'Homme, c'est pareil. J'ai fait ça discrètement, mais... on a accueilli à la Maison des Sciences de l'Homme un colloque à l'initiative, justement sur la question des femmes et des familles en Syrie, un colloque à l'initiative du ministère de la Famille. Ça a été la croix et la bannière pour qu'on puisse faire de la publicité et de la communication sur ce colloque. Du coup, on ne s'est pas retrouvé très nombreux. Ça, c'est pas de miracle. Mais il y a une sorte de paranoïa sur la surveillance et les craintes de sécurité sur ces questions-là. Voilà. Ça, c'est le premier point, donc une ambiance. Mais il n'y a pas que l'ambiance. Je reviens sur le dispositif Athéna. Donc, je rappelle, hein, c'est le dispositif de pilotage de la recherche commun au CNRS aux universités, de préconisation, qui s'est saisi des financements CNRS de 2015 et des financements attentats recherche, et qui a travaillé normalement sur la question, qui a produit un rapport et des préconisations sur attentats recherche. Donc le rapport complet, il est là. Je l'ai tiré. Il n'est pas secret. Hein. Il n'est pas secret. Il préconise première chose qui est de la recherche-action. C'est pas du tout de la recherche-action qui est djihadiste. Ni même forcément avec les familles. Voilà. C'est de la recherche-action avec les services de sécurité. C'est-à-dire, ce qu'on nous demande, c'est de faire de la recherche utile, et de la recherche utile rapidement, parce qu'il y a urgence, avec la police et les dispositifs de sécurité. Ça oriente un peu les problématiques, et les terrains, et la légitimité. C'est pas qu'on nous empêche de faire autre chose, mais la légitimité des terrains, la légitimité des problématiques, la légitimité des interlocuteurs, c'est bien cadré, ça doit être de la recherche utilitaire. Assez rapide. Donc c'est pas la peine de rentrer dans des grandes considérations sur les origines profondes, coloniales, post-coloniales de cette affaire. La question, c'est de savoir qui va faire un attentat pour pouvoir l'empêcher. Et on revient à Minorité des portes. C'est de la science au service d'eux. Voilà. D'ailleurs, cette question utilitaire, elle est aussi... Elle a aussi animé alors des choses complètement ahurissantes, si vous voulez, qui sont des politiques il y a ceux qu'on veut empêcher de faire des attentats, et puis il y a ceux qu'on a repérés comme étant des radicalisés, c'est-à-dire susceptibles de passer à l'acte, et qu'on veut déradicaliser. Donc il y a tout un marché de la déradicalisation qui s'est lancé avec des locaux qui ont été achetés, subventionnés à prix d'or, du personnel, pour travailler avec des jeunes pour les déradicaliser. Alors il y en a un il y a un de ces centres qui devait fonctionner sur le volontariat, et bon, ils n'ont eu personne. Donc ils ont fermé. Il y a tout un marché, il y a un marché donc des marchands, hein, dans ce type de démarche, plus ou moins sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des véritables compétences universitaires ou professionnelles. Bon, Dounia Bouzard, par exemple, mais j'en connais d'autres qui sont moins célèbres et plus universitaires qu'elle, qui ont fait pareil, et qui ont vendu leur légitimité universitaire pour faire de l'argent dans ce marché-là. C'est exactement le même processus que celui qui est apparu en France dans les années 90 autour de la délinquance. On a eu les mêmes choses. Mais d'ailleurs, au niveau du pilotage sécuritaire et public
des processus de déradicalisation ou de surveillance de radicalisation. Ce sont les dispositifs et les administrations qui avaient été montés pour la prévention de la délinquance. Ben, ça se termine par délinquance. Le Centre national de prévention de la délinquance, ben, vous rajoutez un R à la fin. Et de la radicalisation. Et c'est les mêmes. Voilà. C'est la même logique. Prévention, délégation de services publics à du privé parce qu'on va quand même pas investir trop de personnel public dans ces affaires-là, parce que au fond, le véritable intérêt politique pour l'État de ce genre de mesures, c'est un effet d'annonce. C'est de dire que ça existe, c'est de dire que ça, voilà, on veut rassurer, comme on l'avait fait pour la délinquance, exactement pareil. Donc ça, c'était le deuxième effet radicalisation. Le troisième effet, et là on commence à rentrer sur des questions un petit peu plus scientifiques, au fond, c'est que vous êtes cadré comme ça. Voilà le dispositif qui se met en place. Voilà où sont les financements. Voilà où sont les préconisations de la recherche. Forcément, vous avez un poids des catégories et des concepts sécuritaires sur la recherche tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un lexique qui s'impose. De toute façon, si vous voulez l'argent, à un moment donné, il faut le mettre quelque part dans le projet. Mais on ne fait jamais ça innocemment. Le mot radicalisation, le problème, j'en ai discuté avec de nombreux collègues, on en a même parlé dans le colloque qu'on a fait à la Maison des Sciences de l'Homme. Personne trouve que c'est un bon concept. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sauf qu'on n'a rien trouvé, on est sous une telle pression qu'on n'a rien trouvé pour le remplacer ou pour occuper l'espace intellectuel. Donc on est forcé de dire, ouais, comme on dit radicalisation, alors on le met entre guillemets, on prend des distances avec le mot et en même temps on n'est pas capable de le décoller, quoi. De se décoller de l'esprit. Toutes les questions autour de la radicalisation, alors il y a la radicalisation des personnes, il y a la radicalisation de l'islam, le même mot et ce transfert d'un champ de réflexion à un autre sans problème, hein, apparemment, pourtant c'est pas exactement la même chose, parce que l'islam, c'est quoi? C'est quoi? C'est un corpus de textes, c'est un dispositif d'église, enfin organisé, c'est une organisation religieuse, c'est la façon dont les gens s'en emparent, c'est quoi qui se radicalise? C'est pas les textes. Dans toutes les religions, il y a tous les textes qu'il faut pour passer à la violence à un moment donné. Hein. Et d'ailleurs, personne ne s'en est privé à un moment ou à un autre. Donc voilà, on a ce problème qui, du coup, là, est un problème intellectuel qui fait que vous avez dans l'espace universitaire un petit peu de débat sur ce que peut recouvrir le terme de radicalisation, ce qu'on peut considérer comme une bonne entrée scientifique sur la question du djihad, sur la question de la violence, sur la question de la mort, sur la question de l'attentat suicide, etc., avec des points de vue qui peuvent être radicalement différents. Là, je vous en ai mis 4. C'est pas seulement la France, c'est européen, c'est Paul Rogers, c'est un Britannique, qui sont sur des positions complètement différentes. Hein. Keppel, c'est la radicalisation de l'islam, c'est un érudit qui connaît bien les textes, qui connaît bien l'action terroriste, parce que c'est ça son objet, mais qui du coup, à mon avis, se trompe un peu de focale, c'est-à-dire qu'il est tellement là-dessus qu'il voit pas qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça fonctionne. Donc il est complètement sur l'idée de radicalisation de l'islam et du rôle de la religion. Olivier Roy prend complètement le contre-pied,
ce qui n'est pas forcément mieux, parce que je pense que la question de la religion est une question importante, mais pas au sens de Keppel, disant c'est une génération nihiliste. François Burgat prend le contre-pied des deux autres, parce que lui, il dit, de toute façon, c'est une question de guerre. L'islam, c'est juste un langage politique. Le langage est dominé aujourd'hui. C'est un langage de... Et ça peut servir à dire des choses très différentes, aussi pacifiques que violentes. Voilà. Et que quand ça devient violent, c'est pas eux qui ont commencé. Les attentats en France, ils ont commencé avec l'intervention française en Irak. Ce qui, chronologiquement, est vrai. Quant à Paul Rogers, il dit encore autre chose. Il dit de toute façon, la vraie question, c'est que la mondialisation, elle a fait 1 million de bénéficiaires, 1 milliard de bénéficiaires, 4 milliards de perdants, et que le problème, c'est que les milliards de bénéficiaires, ils ne voient pas les 4 milliards de perdants. Et que là, forcément, ça va se traduire par quelque chose. Voilà. Donc, voilà, on a un vrai débat social. Clairement, en France, celui qui domine, le discours dominant, c'est celui de Keppel. Le discours ultra minoritaire, c'est celui de François Burgat. Voilà. Mais pour l'État, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. La question, c'est on a radicalisation. C'est de la délinquance. C'est comme de la délinquance. Il faut déradicaliser. Il faut des dispositifs de prévention. Et les familles, par exemple, avec lesquelles on travaille, n'en peuvent plus de ça. C'est-à-dire qu'elles sont dans le malheur. Dans le malheur. Leurs enfants sont partis. Ils n'ont rien compris. D'un seul coup, ils sont là-bas. Ils risquent de mourir, ou ils sont déjà morts, ils sont rentrés, ils sont en prison. Quand leurs enfants sont partis, ils ont prévenu les autorités et on leur a dit mais il est majeur, il fait ce qu'il veut. Et quand l'enfant rentre, on l'arrête. Et dans 2 cas au moins, c'est le même qui leur a dit il est majeur, il fait ce qu'il veut, et qu'il l'arrête quand il rentre. Vous savez, dans les petites villes de province, voilà, c'est le même gendarme. Donc ils ne comprennent pas trop. Ils considèrent que, au fond, ils devraient être considérés comme victimes, eux aussi. Ils n'ont aucune confiance dans leurs interlocuteurs officiels. Ils hésitent, quand les enfants sont encore là-bas et sont encore vivants, ils hésitent à leur téléphoner. Ils hésitaient à leur téléphoner à cause de la géolocalisation et donc des bombardements qu'elle est suivants. Ils sont dans cette situation-là. Tout ce qu'on leur demande, alors qu'ils ont à régler tout ça, ils savent pas ce que vont devenir leurs petits-enfants, est-ce qu'ils vont pouvoir les récupérer à la sortie, enfin, bref, ils posent des rêves de famille. Tout ce qu'on leur demande, c'est de donner des renseignements ou d'être se mobiliser dans des dispositifs de prévention. Qu'ils aillent dire c'est pas bien, qu'ils aillent dire aux jeunes c'est pas bien d'aller là-bas. Enfin, ils le savent que c'est pas bien, mais c'est leur problème à eux. Ils n'ont pas compris comment leur demander de se mobiliser dans la prévention alors qu'eux n'ont rien pu faire pour les empêcher d'aller là-bas. Pire, un des tueurs du Bataclan, Ami Moore, son père, on le connaît, on travaille avec lui, son père est allé en Syrie pour aller le chercher. Il l'a rencontré. Il ne l'a pas convaincu. Il est reparti sans lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on le dise? Aider à prévenir. Voilà. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de comprendre ce qui leur est arrivé. Voilà. Et il y a un numéro vert. Voilà. S'il y a un problème, vous appelez le numéro vert. Ça marche. Ça dépend des préfectures. Ça marche plus ou moins bien. Mais en fait, ça marche comme un dispositif familial de dénonciation. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est loin des débats subtils sur la radicalisation. Alors, je reviens, ça va plus loin. Y compris dans les préconisations, dans le rapport Athéna, sur les préconisations de recherche. Voilà. Il faut qu'on... Je me disais, mais
la première fois qu'il y a eu l'attentat recherche, le premier appel d'offres, moi j'ai fait un dossier, j'ai proposé la création d'un observatoire, on l'a créé finalement, puis on a eu quelques sous, mais dans un premier temps, rien. Je comprends pas. Dans ces cas-là, j'attends de rencontrer quelqu'un qui sait un peu comment ça s'est passé, et je rencontre elle est plus directrice scientifique adjointe de l'Institut national des sciences sociales, mais elle y était à l'époque, chercheuse connue, qui était dans le dispositif dans la commission de sélection des projets, et qui me dit, mais attends ta recherche, tes financements, mais tu te rends pas compte, les SHS ont pratiquement rien eu. Je dis, mais attends, vous avez donné de l'argent à qui alors? Ben, aux neurosciences. Regardez le point 1, les sciences du comportement. Voilà. Bon, aux neurosciences, mais aux sciences du comportement, enfin, voilà, c'est beaucoup plus qu'à des historiens, des sociologues ou à des anthropologues. Mais ça c'est le poids de l'utilitarisme dont je parlais tout à l'heure, mais ça se traduit par le financement, les disciplines mobilisées, etc. C'est le point 1. C'est le point 1 des préconisations. Alors, et après, il y a le besoin de faire des transferts d'urgence de connaissances. Je parlais de recherche-action. Il y a un dispositif de pilotage qui a été mis en place, qui est un dispositif totalement exceptionnel, singulier, tel qu'on n'en a jamais connu, avec l'idée de piloter ces préconisations et d'assurer le transfert de savoir rapide avec nos interlocuteurs sécuritaires. Moi, je ne suis pas contre, si vous voulez. Je ne suis pas contre que le travail de la police s'inspire de recherches scientifiques. Mais tant qu'à faire, autant que ça soit efficace. Si on veut véritablement prévenir les attentats et arrêter un recrutement et une fascination pour cette violence qui ne s'arrêtera pas avec la défaite de Daesh, il faut traiter les questions à la source, vraiment. C'est pas une question de pilotage comportemental des individus. Et si on veut traiter les questions à la source, on y arrivera. Mais pour ça, il ne faut pas ce genre de recherche. Moi, je suis pas contre le transfert. On travaille pour tout le monde. On a une mission de service public, de promotion du savoir. Il y a un usage qui doit être un usage public. Voilà, je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas sélectionner ce qu'on va transférer. Hein, d'accord? Il ne faut pas a priori se dire que ça, il faut le transférer vite, et puis le reste, ça prendra le temps, et puis ça amusera les colloques. Voilà, bon. Je t'interromps, oui. Sur la diapo précédente, il y a quelque chose d'extrêmement révélateur du... Comment je lève ça, là? Rappelez-le-moi demain. Ah oui, mais c'est de là-bas. De là-bas qu'il faut. Il faut me le rappeler demain, ça, oui. Le cadrage a priori de la façon dont on pense le problème ou la chose est vraiment clair. Juste dans la diapo précédente, il y a l'avant-dernier paragraphe. Les approches pluridisciplinaires des questions de sécurité en collaboration avec les autres sciences. Puis là, voici la liste des sciences pertinentes. C'est quoi? Renseignement, détection des risques, cybersécurité, protection des personnes. En fait, ça donne... C'est assez révélateur de la façon dont c'est cadré a priori. Mais on est dans on est dans l'urgence sécuritaire, vraiment. Même intellectuellement. Alors, ça c'est le dispositif étatique. Après, on ne travaille pas dans n'importe quel contexte. On travaille aussi dans un contexte d'opinion publique qui est traumatisé. Et que les différents discours politiques ne contribuent pas à détraumatiser. Dans ces dernières années,
avec un glissement dans le débat public de terrorisme et djihad à islamisme politique, ce qui, excusez-moi, n'est pas la même chose. L'un est dans l'autre, mais pas dans les deux sens. Hein. Voilà. L'islamisme politique, c'est aussi Enarda en Tunisie, qui a été élu, qui s'est retiré du pouvoir quand ils ont perdu les élections. Enfin, et c'est pas des terroristes. Voilà. C'est ce que dit Burgat. De ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec Burgat. Voilà. Il y a un langage religieux du politique qui est issu de la colonisation et celui des dominés, c'est l'islam. Ça peut porter, ce langage peut porter des discours très différents. Voilà. Alors on passe de ça à islamisme politique, puis ensuite à islam tout court. Et quelque part, défendre l'islam et dire il faut arrêter de stigmatiser l'islam sur telle ou telle question, il y a eu des questions absolument ahurissantes en France, hein, il y a 2 ans, sur les plages du Midi, le débat sur le burkini, des trucs ahurissants. Eh bien, il y a toute une partie du débat politique, pas seulement à droite, qui développe au fond un soupçon de collaboration. C'est les complices. Donc, défendre l'islam, c'est être complice de l'islamisme politique. Être complice de l'islamisme politique, c'est au mieux être naïf vis-à-vis du djihad. Voilà. La France est en guerre, et il y a des collabos. Voilà. Mais ça, ça touche la presse, que ça touche des hommes politiques qui savent prendre l'opinion dans le sens du poil. C'est une chose. Mais que, comme la semaine dernière, une centaine d'intellectuels et des sociologues que je connais et que j'ai lus et sur lesquels j'ai travaillé se réunissent pour faire un texte officiellement islamophobe, là, je veux dire, on est dans une situation assez grave dans cette question. Et du coup, il y a, y compris à l'université, une ambiance qui n'est pas complètement sereine sur l'affaire. Moi, il y a une phrase sur laquelle je vais un jour faire un article. C'est, vous savez, dans un couloir de colloque, on dit, mais un tel, sur la question du djihad, il n'est pas un peu limite? Mais limite de quoi? À la limite de quoi? Ouais. Mais seulement ça se traduit comment, ça? Parce qu'on me l'a dit à propos de mon doctorat. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'il est parti au Kurdistan irakien sans ordre de mission. Et pourquoi il est allé? Parce que j'ai eu des débats avec des collègues. Mais on lui avait dit de ne pas y aller. Je dis, il est libre. Il fait ce qu'il veut de ses vacances, quand même. Hein. Oui, mais je répète, mais pourquoi il est allé? On ne va pas m'en dire plus. Il y a du soupçon. Il y a du soupçon. Parce qu'il est arabe, parce qu'il est marocain, parce qu'il a été un des acteurs du printemps marocain en 2011 et qu'il était dans les associations étudiantes. Voilà. Et ça a été jusqu'à... je me demandais s'il allait rester au labo, quoi. Alors que le même Montassir, il a eu la bourse Pandolfi, donc il a passé 3 mois à l'Université de Montréal en décembre, parce qu'il y a une sacrée reconnaissance sur ses compétences, qu'il fait des cours à l'École des hautes études en sciences sociales, sur l'État et la guerre, qu'il a accepté de venir travailler à Paris 8 parce qu'il voulait travailler avec moi, mais qu'il aurait très bien pu aller travailler à l'HESS. Donc il y a une reconnaissance, mais voilà, c'est là. Et des gens qui font vraiment du bon boulot, comme Fabien Truong,
que j'ai fait venir à la Maison des Sciences de l'Homme il y a quelques semaines, restent en marge du dispositif, forcément. S'ils veulent avoir toujours les neurones un peu aérés, hein, ils restent en marge du dispositif dont je viens de vous parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail, je vous recommande ce livre. Il a fait un travail fantastique. C'est un ancien prof du secondaire dans le 93, comme on dit, en Seine-Saint-Denis, hein, en France, et qui a beaucoup travaillé avec ses élèves, ses anciens élèves, et qui ensuite s'est installé à la Grande Borne, la cité d'où vient Amédi Koulibaly. Et avec l'aide d'un de mes collègues et amis de longue date, qui est anthropologue, mais aussi responsable de la jeunesse dans la ville, de la ville de Grigny, à Marigny, il a pris contact avec des jeunes et il a, pendant des semaines, travaillé avec eux. Il s'est installé à la Grande Borne, il a fait un travail d'anthropologue, et il a reconstitué des vies. Voilà. Il dit des choses extraordinairement nouvelles, je trouve, sur les processus qui conduisent à la religion, en général, et dans les différentes possibilités d'aller à la religion, la voie violente. Ça, je pense que c'est de la connaissance utile pour tout le monde. Mais c'est une connaissance qui est méprisée. Les chercheurs reconnus par ailleurs sur la question ont fait des comptes rendus de son livre qui sont ahurissants. On n'apprend rien. Tiens, on n'apprend rien, sauf que lui, il est allé sur le terrain. Vraiment. Il a travaillé vraiment à partir du terrain humain, plus que d'entretien. Il a accompagné, il a parlé, il a été à des fêtes, voilà, il a fait du travail d'ethnie. Et lui, il est vraiment marginalisé pour l'instant dans le débat. Alors, donc la dernière question que je me pose, c'est que l'état d'exception légale et sécuritaire que nous avons connu depuis 2015 n'est-il pas en train de se transformer aussi en une sorte d'état d'exception intellectuelle, puisqu'officiellement, c'est des discours que nous avons eus en boucle de la part de nos dirigeants politiques, quel que soit leur bord, la France est en guerre, mais ils ne parlent pas de la guerre en Syrie, hein, ou du Mali, parce que c'est vrai qu'il y a des armées françaises un peu partout. Mais ils parlent du territoire français. Hein, alors, bien sûr, c'est repris en boucle par les médias, mais c'est pas les médias qui ont inventé ça. Et donc la question, dans ce contexte-là, il y a des questions éthiques qui se posent, il y a des questions de liberté de recherche, mais il y a aussi des questions éthiques qui se posent. De la même façon que Fabien Truong, il a travaillé avec les jeunes et uniquement avec les jeunes, quelqu'un qui n'est pas un ethnologue, mais pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui est le journaliste David Thompson. Il a travaillé avec les djihadistes pendant des années et il a refusé, on a discuté avec lui, c'était un choix éthique aussi, de travailler sur les sources policières, parce qu'il faut, si on veut accéder au terrain, à un moment donné, on ne peut pas être ambigu. D'ailleurs, le résultat, c'est que il a essayé d'éviter l'ambiguïté, sauf que ses livres sont parus. Forcément, c'était leur but, et qu'aujourd'hui, il craint pour sa vie. Il craint pour sa vie. De la même façon qu'à Marigny, dont je vous ai parlé là, tout de suite, à la Grande Borne, comme il est convoqué régulièrement par la DGSI pour savoir ce qui se passe dans la cité, il est quasiment obligé de faire un compte-rendu de sa convocation dans la cité pour sa propre sécurité. Ensuite, on peut pas. Si on est en guerre, le problème c'est on nous oblige à être dans un camp ou dans un autre. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, comme le font, mais j'en discuterai avec le directeur de la Maison des Sciences de l'Homme de Grenoble, je connais bien par ailleurs. Est-ce qu'on peut considérer que des agents de la CIA ou ex-agents de la CIA sont des conférenciers autorisés dans des colloques scientifiques? Ça a lieu là. J'ai pas la date là. Si 27, voilà. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Moi j'y vais en juin. Je vais demander pourquoi il y a. C'est un vrai problème.
Il y a une confusion des genres. Du coup, là, on a vraiment une contamination de l'intellectualité sécuritaire assez importante. Voilà. Alors, ce qui a amené un certain nombre de collègues, par ailleurs, à faire cet appel qui protège les chercheurs de la surveillance de l'État, réclamant des garanties légales sur l'accès aux sources. Réclamant, par exemple, que les chercheurs puissent avoir la protection des sources. Un journaliste, David Thompson, il peut pendant des années travailler avec les djihadistes. Personne ne peut l'obliger à dire quels sont ses contacts. Un chercheur, si. C'est un problème. Je ne suis pas sûr que ce soit le principal. Parce que même si on avait des garanties légales, l'ambiance est telle que, voilà, une chose est la lettre, une chose est l'esprit, et l'esprit du temps. Donc il y a un bon petit article qui a été publié par les Inroc la semaine dernière, par une jeune journaliste, qui a commencé par interroger un de mes doctorants, puis ensuite moi, puis ensuite Amarini. Donc vous aurez comme ça un peu vous savez, un peu l'état d'esprit de la famille, enfin du réseau de recherche sur la question. Le point où on en est, c'est qu'aujourd'hui, sur la question de la radicalisation, comme c'est considéré comme l'objet sécuritaire central, et cet objet sécuritaire central, vous voyez bien que c'est une question d'opinion. Ce qui est l'objet de la réflexion de l'État sur la prévention des risques, c'est une opinion, nommée radicalisation. Donc on criminalise quelque part une opinion. Et attention, comme tous les concepts valises, ça voyage. C'est-à-dire que radicalisation, pour l'instant, c'est utilisé pour la trajectoire djihadiste, mais ça peut être utilisé pour autre chose. D'ailleurs, l'état d'urgence, au moment de la COP21, a servi à faire des assignations à résidence express sans passer par un juge de militants écologistes radicalisés entre guillemets, mais qui n'avaient rien à voir avec l'islam. Donc l'objet, c'est radicalisation. Et du coup, on va légiférer sur l'opinion. Et on est maintenant dans un cadre légal où l'État peut se débarrasser de fonctionnaires considérés comme radicalisés, c'est-à-dire sur une question d'opinion. Voilà exactement où nous en sommes, c'est-à-dire peut-être là où voulait aller notre ex-premier ministre, en disant que quand on est en guerre, aucune excuse sociale, sociologique et culturelle ne doit être trouvée au terrorisme. Comme il disait, comprendre, c'est déjà excusé. Donc, alors après, il s'y est repris, etc. Mais voilà, on est dans cette situation-là. Donc, on a un cadre légal contraint, mais aussi un esprit public qui est tout aussi contraignant, peut-être plus contraignant, parce que c'est grâce à lui que cette législation peut avoir éventuellement des dérapages. C'est pour ça que je me dis, au fond, ce sur quoi il faut aussi travailler, et ce sur quoi, je terminerai là-dessus, les recherches qu'on fait, nous, avec les familles de jeunes partis en Syrie, nous aident à travailler, c'est pas seulement sur le terrorisme et l'engagement djihadiste, mais c'est aussi sur les transformations de l'État qui sont en train de se mettre en place. Il y a un nouveau terrain d'un seul coup qui s'impose à nous, qui est que de façon insidieuse, et nous on l'aborde par un bout particulier, mais il y en a d'autres, de façon insidieuse, il y a un nouveau dispositif étatique qui est en train de se mettre en place et qui se traduit par exemple en France, là, avec les nouvelles lois sur les étrangers, par la législation la plus répressive sur les étrangers qu'on ait depuis un demi-siècle.
Voilà. Mhm. J'étais un peu long.